commençons notre entretien avec une question sur Emmanuel Macron qui a subi un échec sévère auprès de la Commission européenne concernant la candidature de Sylvie Goulard. Pouvez-vous revenir sur cette affaire, cette trouble affaire ? Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est trouble, c'est que, cette personne, donc Sylvie Goulard, avait été ministre des Armées, et elle avait déjà dû démissionner à cause de magouilles qu'on avait découvert de sa part. Alors, il est évident qu'il est tout de même un petit peu curieux, alors que l'affaire n'est toujours pas jugée, que M. Emmanuel Macron la propose comme candidate de la France. Et pour être, je ne sais plus quel est le poste qu'elle devient, un poste important qu'elle devait occuper à la Commission européenne. Donc voilà, c'est toujours la même chose. Ces gens-là sont tellement habitués à magouiller que ça ne les gêne pas du tout de proposer pour un poste officiel international, comme représentant de la France, quelqu'un qui est en examen pour magouille. Mais qui ne l'est pas. À commencer par Richard Ferrand, dont les affaires sont toujours en cours et qui se permet, enfin on en reparlera probablement tout à l'heure, parce que celui-là c'est... qui est président de l'Assemblée nationale. Président de l'Assemblée nationale. Donc là vraiment, je suis enchanté que Macron ait reçu cette paire de claques, parce que c'est une paire de claques, d'ailleurs il l'a très très mal ressenti, et ça lui apprendra... Il se croit au-dessus de tout, donc voilà ce qui arrive. Oui, ce sont les eurodéputés qui ont refusé sa candidature. Oui. Et en plus de ça, paraît-il, elle a eu un examen de passage pour répondre sur certains sujets, etc. Et elle connaissait mal ses dossiers. Donc c'est tout. Ces gens-là, voilà, vous devez nous accepter comme ça. Non, c'est du n'importe quoi. Il n'y a pas une explication plus profonde de ce rejet, parce que quand même Macron qui se présente comme étant mondialiste, certains disent que c'est une revanche du Parti populaire européen, la PPE, du fait de l'attitude à plusieurs reprises désobligeante de Macron. C'est l'attitude arrogante de Macron qui indispose les gens. Fondamentalement, c'est ça le problème. Et c'est dit, écoute, ta candidate, tu peux te la garder. Ils disent une opportunité rare de remettre Macron à sa place. Oui, exactement, c'est ça. Question suivante. Christian Jacob a été élu à la présidence des Républicains. Quel est votre avis à ce sujet ? Je dirais que c'est peut-être un des moins pires. Mais il s'appelle Jacob. De ce que je sais, c'est pas un personnage que j'ai repéré comme ayant été particulièrement haineux aux différentes étapes de la politique française récente. Donc à l'origine, c'est un exploitant agricole. En soi, ça n'a rien de déshonorant, bien au contraire. Ensuite, il a tout de même été un des opposants au Pax. Oui. Il a été partisan d'Alain Juppé, de Sarkozy, mais au moment de la candidature de François Fillon, aux dernières présidentielles, il a fait partie de l'équipe de François Fillon pour sa candidature, avec Bruno Retailleau. Donc il n'y a pas grand-chose à dire, c'est pas un des pires. Il aurait été bien pire d'avoir l'autre candidat qui s'appelait Larrivé. Ah oui, Larrivé. Larrivé que Lesquin voulait voir arriver, justement. Évidemment. C'est un garçon qui est passé partout pour arriver, justement, qui n'a absolument aucun fondement. Et vraiment quelqu'un de pas intéressant. On en a parlé il y a quelque temps déjà dans la politique, où j'avais dressé un petit peu son curriculum. C'est le Rastignac vraiment sans foi ni loi. Mais alors, vous pensez pas que c'est... Il est arrivé en dernier par rapport à l'autre, je ne sais plus comment il s'appelait, qui était pas mal d'ailleurs. Donc l'arrivée n'est pas arrivé, il est arrivé en dernière position.
Et oui, Christian Jacob, bon, ça reste quand même un républicain. Un républicain. Bon, de toute façon, l'affaire des républicains, je ne sais pas comment ça va se terminer, ils sont mal en point. On ne peut être qu'être observateur dans cette affaire-là. On compte les points. Oui, on verra. On verra, je ne vais pas dire autre chose. Et puis pour revenir sur François Jacob et son parcours professionnel, effectivement, il vient d'une famille d'agriculteurs. Il a travaillé depuis ses 17 ans sur l'exploitation familiale. Bon, c'est quelqu'un qui, contrairement à beaucoup d'autres en politique, connaît un peu Alors évidemment, on s'interroge sur son nom, Jacob, oui, voilà. Mais je n'ai pas trouvé de notice sur la famille Jacob. Je ne sais pas. Ouais, c'est quand même je ne sais pas. Un peu juif, non, tout ça. Bon. Et puis même s'il était d'origine juive, tous les juifs ne sont pas à jeter, il y en a qui sont corrects, bon. Même si c'est une minorité. Contre toute attente, François Fillon a refait surface lors d'un entretien à la radio suisse romande. Comment expliquez-vous cette réapparition alors qu'il est toujours poursuivi en justice pour faire place libre à Emmanuel Macron Oui, il a été poursuivi en justice pour faire place libre à Emmanuel Macron aux dernières présidentielles. Serait-ce pour lui une sorte de revanche? Il souhaiterait prendre sa revanche en 2022. Bon, alors, je n'en sais rien. Alors, première observation à faire d'ailleurs, c'est que son intervention s'est faite auprès de la radio suisse romande, pas sur une chaîne française. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu être mal accueilli ou quoi. Donc c'est tout de même intéressant à relever qu'il ait préféré faire ça auprès d'une radio suisse. Bon. Deuxièmement, j'ai écouté l'entretien, c'est que, en tout cas, visiblement, il n'a pas digéré son échec face à Macron, et les mots qu'il a dits au sujet de Macron ont dû faire évidemment plaisir à Macron. Bon, il l'a traité de minus, etc. Alors, je dirais pas minus tout à fait, Macron est un... C'est un roublard. Il a une capacité de communication, surtout vis-à-vis des gens qui ne savent pas, qui est assez redoutable, bénéficiant bien entendu des médias qu'il contrôle. Mais quand on voit les résultats de sa politique, que ce soit par incapacité ou que ce soit par volonté perverse de détruire, on constate que tout ce qu'il touche, il le détruit, il n'améliore rien, bien au contraire. Et c'est pas par hasard si toutes les catégories possibles et imaginables en France, les catégories sociales, à un moment donné, se révoltent, se mettent à défiler, se mettent à faire grève, etc. Il indispose tout le monde. Au lieu de régler les problèmes, il les complique, il les aggrave. Et non, cet homme, c'est un problème. Donc on verra la suite. Est-ce que réellement François Fillon a envie de revenir? Moi, personnellement, je le souhaite. Pour la raison que vous connaissez, que aux dernières présidentielles, j'ai poussé à ce que l'on vote pour lui. C'était la seule possibilité pour nous rapprocher du pouvoir. Ça vous a beaucoup été reproché d'ailleurs. Mais oui, par des gens qui comprennent jamais rien. Donc pour François Fillon, ça me semblait couler de source. On avait quoi devant nous? D'abord, on aurait pu avoir Sarkozy ou Juppé, donc c'était exclu, donc on ne pouvait que soutenir indirectement François Fillon. Et puis ensuite, François Fillon ayant été largement désigné comme candidat par les Républicains, à une très très large majorité contre Juppé et contre Sarkozy, on se retrouvait avec l'équation Fillon contre Macron. Alors, est-ce que on pouvait envisager de voter ou de laisser faire Macron? Non. Ou alors ça voulait dire qu'on ne connaissait pas quel était déjà le parcours de Macron. Il ne faut tout de même pas oublier qu'en tant que ministre de l'économie, il avait commencé à brader les joyaux de famille. Oui, mais écoutez, Alstom et compagnie. À ce moment-là, François Fillon était ministre de Sarkozy, il n'a pas fait mieux. C'est d'ailleurs notre ami Laurie qui disait bien, c'était son Shabbat Goy. Donc pourquoi faire... N'oubliez tout de même pas la réflexion de Fillon. C'était au début de la présidence de Sarkozy quand il disait que la France était en faillite.
Donc Fillon était parfaitement au courant. La seule chose qu'on peut reprocher à Fillon, c'est qu'ayant été parfaitement conscient de la situation, il a cru qu'en restant auprès de Sarkozy, il pourrait peut-être arranger les choses ou freiner un peu les choses. C'est la seule chose que je lui reproche. Il aurait dû démissionner à mi-parcours au moins, se désolidariser et là il créait son personnage. Bon, je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas fait, mais de toute façon se trouver devant l'équation Fillon ou Macron. Alors Macron, pour nous, connaissant qui était le personnage, ses origines à la fois ethniques... Bien sûr, mais vous faites abstraction du Front National. Mais le Front National, de toute façon, bon, on a vu ce que ça a donné. Oui, Or, le Front National, c'est quoi maintenant ? C'est un agglomérat de juifs, mais à l'époque... de francs-maçons, d'homosexuels, etc. Ah, absolument, donc là non plus, c'était pas possible. Or, il était évident que si on se retrouvait avec l'équation, c'est ce qui s'est passé. Macron, Marine Le Pen, il était évident que c'était Macron qui passait. En plus de ça, elle a été en dessous de tout. Alors, par incapacité ou parce que c'était un jeu à deux, je n'en sais rien. Mais de toute façon, il était évident que ça ne pouvait être que Macron qui triompherait. Oui, puis là, il va se repasser la même chose en 2022, ce sera Marion Maréchal Le Pen. Eh bien évidemment, mais pourquoi croyez-vous que successivement, que ce soit vis-à-vis d'un Marine Le Pen ou que ce soit face à Marion Maréchal, je tiens le même discours, le même raisonnement. C'est que ces gens ne sont que des intermédiaires pour nous amener quelque chose que nous ne voulons pas. Pourquoi continuer à voter ? Pourquoi continuer à voter ? Parce que j'estime que si on ne vote pas, on laisse passer l'histoire sans intervenir, et qu'il faut tout de même essayer de trouver quel est le moins mauvais pour nous. Tout simplement. Je ne vais pas proclamer que François Fillon est un bon nationaliste comme nous, etc., etc. Non, mais en tout cas, il n'est pas haineux. L'échange de correspondance que j'ai eu avec lui montre qu'il n'était pas du tout haineux par rapport à nous. Question suivante, l'amendement du franc-maçon. Diane, je voudrais prolonger un truc. Je voudrais rappeler justement à propos de ma stratégie. 2 hommes. Prenez Hitler, qui est pourtant pas mon modèle. Comment est-il arrivé au pouvoir ? Il est arrivé au pouvoir par le biais de la République de Weimar, en étant à l'intérieur. Pas en opposition. Prenez Vladimir Poutine. Comment est-il arrivé au pouvoir ? En étant un petit garçon bien sage, derrière Helsinki, qui était l'homme des Américains, de la finance judéo-américaine. Oui, mais justement, pour beaucoup, c'est difficile à comprendre que Poutine, ayant été une créature du KGB, puisse avoir évolué dans le bon sens. Les hommes peuvent changer. Les hommes peuvent changer. Et c'est tout de même invraisemblable que cet ex-colonel du KGB évolue comme il l'a fait, se mette à soutenir la religion en Russie, remette à l'honneur les Romanov, explique, on l'a vu, enfin ceux qui sont de bonne foi et qui veulent regarder les choses au lieu de parler sans savoir, il a remis non seulement les Romanov à l'honneur, mais il a expliqué quels étaient les assassins qui avaient liquider la famille impériale russe. Pas besoin de vous faire un petit dessin ou une caricature de profil, comme je dis. Donc il suffit de voir comment il a réglé le problème de la Syrie, qui serait tombé entre les mains de... On en parlera tout à l'heure. On en parlera. Donc, l'amendement du franc-maçon Jean-Louis Touraine de La République En Marche, cet amendement qui visait à reconnaître la filiation des enfants nés de GPA à l'étranger, ça c'était la nature de l'amendement, a été de manière tout à fait étonnante approuvé et voté à l'Assemblée nationale. Pouvez-vous revenir sur ce qui s'est passé et qui est Jean-Louis Touraine de manière générale ? Bon, alors Jean-Louis Touraine, d'abord il faut savoir qu'il est franc-maçon et que de par son patronyme, il a certainement des origines communautaires. Parce que nom de pays
genre Mendes France, genre de région, genre de ville, de fleurs, d'animaux, etc., c'est signé. Enfin, c'est curieux qu'il se retrouve franc-maçon aussi. Il y a tout de même une petite filiation là-dedans. Bon, peu importe. En tout cas, ce qui est en discussion, c'est son attitude. Or, son attitude, dans l'amendement qu'il a voulu faire passer, c'était en prévision de la prochaine étape, c'est-à-dire faire admettre le GPA. Et alors que les autres membres du gouvernement disent, notamment Aurore Berger, mais bien entendu, il n'est pas question de prévoir la GPA, on est opposé, tatati, tatata. Mais si on n'a pas encore compris que ces gens-là travaillent par étape, de façon à habituer les gens à une nouvelle situation, progressivement pour ne pas provoquer de rejet massif, c'est qu'on n'a rien compris. Et pourtant, c'est pas la première fois qu'ils font ce genre de manœuvre. Alors, ce qui est de scandaleux dans l'affaire, c'est non seulement cet amendement de ce Touraine, mais la façon dont l'amendement est passé. D'abord, l'hémicycle était quasiment vide. Le vote a été fait à la main levée. Et à la main levée, il y a eu une majorité contre cet amendement. Et M. Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, a dit « Ah bon, d'accord, eh bien, l'amendement est voté. » Donc, c'est vraiment le déni de toute démocratie. Bon, vous savez bien que je n'y crois pas à la démocratie, mais là, encore une démonstration comment c'est... Mais alors là, de façon tellement éhontée, que ça en est, je dirais pas risible, c'est invraisemblable. On le voit, on voit les mains levées, alors que c'est le vote pour ou contre, mains levées qui sont contre. Et l'autre individu, président de l'Assemblée nationale, vient vous dire, les yeux dans les yeux, voilà, c'est voté. Je mets donc aux voix l'amendement 2123 qui a reçu un avis favorable du rapporteur et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Comment ça? Adopté, j'ai regardé évidemment. Non. Je mets aux voix. Comment? Ceux-là, là? D'accord. Non, mais écoutez, il a été adopté. Ça suffit. Il y a une série d'amendements identiques, Monsieur Breton. Non, écoutez. Mais pourquoi vous contestez? Si je vous dis que l'amendement est adopté, il a été adopté. Écoutez, ça suffit. Le vote a eu lieu. Mais c'est flagrant. Pas de discussion possible. Et donc, pour revenir sur le fait d'avancer étape par étape, par exemple sur l'avortement, précédemment il y avait eu la pilule et on avait dit mais bien entendu. Il y a la pilule, ça évitera l'avortement. Bien entendu, la pilule c'était pour éviter l'avortement, etc. Et pour, évidemment, vous comprenez, c'est dans une très bonne intention, etc. On met toujours un vernis positif. Toujours un vernis de compassion. Faire pleurer dans les chaumières. C'est comme pour l'euthanasie, il faut éviter la souffrance. Comme si on ne pouvait pas arrêter la souffrance. Oui, puis je sais de quoi je parle en tant que médecin. C'est l'euthanasie déjà des personnes handicapées, les personnes, et après ce sera l'euthanasie des vieux, l'euthanasie de ceux qui sont dépressifs et compagnie. Tout à fait. Et puis bientôt l'euthanasie de ceux qui ne pensent pas correctement. Les affaires de l'attentat à la préfecture de police et l'incendie à Rouen passent très mal dans l'opinion publique, qui se méfie de plus en plus des explications du pouvoir. Avez-vous des éléments pour nous éclairer sur cette affaire? Alors, évidemment, ce ne sont que des hypothèses, mais qui me semblent tout de même reposer sur une certaine expérience que nous avons des manigances de certains. Alors, l'affaire de la préfecture de police interpelle parce qu'elle rappelle à quel point la politique, et ça date déjà de au moins Sarkozy, Chirac déjà un petit peu, mais Sarkozy qui a très nettement aggravé les choses, c'est que cette volonté de faire entrer dans des corps de l'État tout de même sensibles, la police, l'armée, la magistrature, etc.,
des éléments issus de l'immigration. Alors, notamment pour les forces de police, enfin, que ce soit police ou armée, est-ce que l'on imagine ce qui pourrait se passer le jour où, et malheureusement, quand on sait quelle est la stratégie de Zemmour, Éric Zemmour, le jour où il y aurait une explosion dans les banlieues? Est-ce que les forces de police, infiltrées comme elles sont, par des éléments issus de l'immigration, ne seraient pas immédiatement neutralisées de l'intérieur? Idem pour l'armée, dont une partie de cette armée a été envoyée sur des théâtres extérieurs. Par qui? Par Emmanuel Macron, oui. donc qui ne sont pas en métropole pour pouvoir défendre les Français le cas échéant. Macron, Sarkozy, enfin Macron, tous c'est la même bande, c'est la même bande. Sarkozy, Hollande, c'est la même bande. Donc voilà le problème. Donc c'est ça, c'est un danger potentiel sur lequel il faut alerter. Alors pourquoi éventuellement cet attentat à la préfecture de police de Paris, c'est tout de même un comble. Vraiment, c'est un comble. Par un radicalisé, alors qu'on savait déjà, depuis l'époque de l'attentat de Charlie Hebdo, je ne vais pas revenir là-dessus, on en a déjà parlé à l'époque très largement, un de ces attentats sous fausse bannière. Pourquoi est-ce que cet homme, qui était tout de même connu, répertorié par ses collègues, qui avait transmis l'information à la hiérarchie, pourquoi cet homme n'a pas été écarté? Paraît-il, il se baladait en djellaba dans son quartier, là, près de ses... Ah bah ça je savais pas, élément supplémentaire. Parce que vous savez, ils vivent en appartement Oui. plus ou moins partagé, quoi, avec d'autres... en résidence. Voilà un élément douteux que la hiérarchie laisse au sein d'un élément sensible de la police parisienne. Bon. Pourquoi? Deuxièmement, l'attentat à Rouen, dans cette usine. Juste pour finir sur l'attentat bizarre là, de la préfecture, ce qui est douteux également, c'est qu'on nous dit qu'il est radicalisé depuis peu, alors que bon, il suivait le même... Tout à fait. Ça, c'est la réponse de Castaner. C'est la réponse de Castaner. Oui, c'est un menteur. Bon. C'est un menteur. Ensuite, il y a aussi le fait qu'on nous dit qu'il était sourd et muet, mais qu'en parallèle, il aurait crié à la Wagba. Oui, il n'y a pas une incohérence? Oui, à peine. Bon, c'est plein de petits détails comme ça. Non, bravo Diane, bravo, tout à fait. Non, mais ces gens-là, en plus, non seulement ce sont des pervers, mais ils sont bêtes. Parce que leur mensonge est tellement facile à percevoir, et là votre réflexion est remarquable. On nous dit qu'il est sourd-muet, et on nous dit par ailleurs qu'il a crié à la gloire. Il faut être sérieux quand même. Bon. Alors, laissons de côté momentanément l'aspect de cet attentat à la préfecture de police. L'incendie à Rouen. Là encore, bizarre, vous avez dit bizarre. Les responsables de l'usine en question disent qu'il y a eu 2 départs de feu en dehors de l'enceinte de cette usine. 2 départs de feu. Quand j'entends parler de 2 départs de feu, je me dis que c'est pas accidentel quand même. C'est vrai pour les feux de forêt, c'est vrai pour l'incendie de Notre-Dame. Il y a une main qui est derrière. Bon, alors pourquoi ces 2 événements? Et alors certains, d'après ce que l'on voit sur Internet, certains rappellent, à tort ou à raison, mais enfin ça tient quelque peu la route, que cela pourrait être une réponse d'Israël au fait qu'Emmanuel Macron, en voulant jouer un rôle international, est invité à la réunion du G7 à Biarritz, le ministre des Affaires étrangères de l'Iran. Et là, dès qu'il s'agit de l'Iran, ça reste en travers d'Israël. Alors, est-ce que ça a voulu être 2 avertissements de la part d'Israël, de la part des services du Mossad israélien, à la France, à Macron, pour dire « Attention, si vous voulez faire ami avec l'Iran, ça va mal se passer ». J'ai tendance à le croire,
connaissant tout ce que Israël peut faire. Donc voilà, affaire à suivre. Ça pourrait être une Ça explication. pourrait être signé. Allez, bon, rien d'autre sur... Et puis aussi cette volonté peut-être aussi de pousser les Français dans les bras d'Israël, justement. Bah, toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Ça, c'est la grande stratégie de Zemmour. Ouais, bon, Je ne sais on en pas si on va en reparlera reparler après. tout à Oui, l'heure, on en mais c'est ça que je dénonce depuis plusieurs mois maintenant. On nous annonce que les tarifs d'EDF vont encore augmenter. Quelle en est la raison ? Alors, c'est tout de même très curieux, ça j'ai un petit peu creusé la question et j'en ai trouvé une explication, tout ce qui me semble évidente. C'est que au nom de l'égalité de concurrence, la France augmente, c'est-à-dire Macron fait augmenter les tarifs du gaz, de l'électricité, je ne sais plus quoi encore, mais en tout cas l'électricité en l'occurrence, de façon à ce qu'il puisse y avoir concurrence avec les tarifs de l'étranger, qui viennent chez nous proposer leurs produits. Ah, c'est dégueulasse. J'avais pas suivi ça. Pour le faire. Ça, je l'ai trouvé tout simplement sur Internet. Donc nous avons Oui, l'électricité... mais c'est la libre concurrence Mais à voilà, à mais l'international. elle n'est pas libre la concurrence justement, puisqu'on on nous oblige à augmenter les tarifs pour que les autres soient concurrents. Mais si les autres voulaient être concurrents, ils n'ont qu'à abaisser leur prix de revient et de production. Non mais vous voyez, la perversité de la manœuvre. Et là encore, qui trouve-t-on à la manœuvre ? Macron, au détriment de l'intérêt des Français. De toute façon, je sais même pas si on peut encore l'appeler président des Français. Hein. D'abord, il est président de la République, ce qui ne veut pas dire président des Français. Ouais, tout à fait. N'êtes-vous pas surpris du retrait de Syrie annoncé par Donald Trump ? Oui, alors ceci dit, c'est tout de même un retrait partiel, parce qu'on nous a parlé d'abord de 1000 hommes, et puis maintenant on nous dit que c'est moins de 1000 hommes. Alors bon, il faut voir quelle est la réalité de la chose. Hein. Et les effets d'annonce, on sait ce que c'est. Hein. Alors, je sais pas, c'est très curieux. De toute façon, Trump est un personnage qui m'intrigue de plus en plus. Certains ne jurent que par lui, disant que c'est un manœuvrier qui fait ci, que fait ça, pour neutraliser un tel et un tel. Moi, je veux bien, mais je regrette beaucoup. Moi, ce qu'il me faut, les faits. Quelle est sa politique ? Alors, jusqu'à présent, sa politique a été une politique pro-israélienne, avec la reconnaissance, enfin, le transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, ce qui a fait hurler les Palestiniens, bien entendu, et le monde arabe, ou tout au moins une partie du monde arabe, pas l'Arabie Saoudite et compagnie. Et la reconnaissance des droits d'Israël sur le Golan, alors que c'est une occupation. Donc la politique jusqu'à présent, en pratique, dans les faits de Trump, ne peut pas dire que ce soit une très bonne politique dans notre optique. Alors, j'attends de voir. Et donc cette relation entre Kurdes et Turcs qui est en train de s'aggraver, quelle analyse en avez-vous ? Il y a un problème kurde, ça, incontestablement, il y a un problème kurde qui touche plusieurs pays, puisqu'ils sont à cheval sur la Turquie, sur l'Iran et sur la Syrie au moins, et en Irak aussi, je crois. Donc ils sont un petit peu partout. Alors, il est évident que on pourrait comprendre qu'ils aient envie de créer un État national kurde. Mais évidemment, ce serait au détriment de régions de l'Irak, de l'Iran, de la Syrie, de la Turquie. Et, il me semble que c'était le cas avant Atatürk, ils avaient un État. Et je ne me rappelle plus. Honnêtement, je me rappelle plus. Il me semble que ça n'a pas duré longtemps, c'était juste au 19e siècle, ils ont eu un... Il est possible qu'Atatürk, le Maran Atatürk, le Domé Atatürk, ait voulu se servir d'eux. C'est pas possible. Mais il l'a récupéré. D'autant que les Kurdes, par rapport aux chrétiens, n'ont jamais été très corrects. Hein.
Donc on ne peut pas dire qu'on est à défendre Mais les c'est-à-dire Kurdes. que les Kurdes, c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs religions, il y a même des juifs chez les Mais Kurdes, bien il y a même entendu. des chrétiens. La Turquie, comme beaucoup de ces pays du Moyen-Orient, c'est un puzzle. C'est évident. Voici ce qu'on appelle l'espace de peuplement kurde, une région montagneuse de plus de 500 000 km², autant que la France, qui s'étend de manière continue sur 4 pays. Enfin, même mixité côté religion, avec une majorité de musulmans sunnites, y compris en Iran, des chiites et des alévis, ainsi que des minorités chrétiennes, des yézidis et une communauté juive kurde. Alors pourquoi les Kurdes, quatrième groupe ethnique du Moyen-Orient, n'ont-ils pas d'État ? Pour le comprendre, il faut faire un peu d'histoire. Au XVIe siècle, le territoire kurde sert de zone tampon entre les empires perses et ottomans. Ils y sont progressivement intégrés, tout en gardant leur autonomie. Mais à la fin de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman fait partie des perdants et les Kurdes rêvent d'un territoire national, qu'ils revendiquent à la conférence de paix de Paris de 1919. Voici le Kurdistan qu'ils proposent et celui qu'ils obtiennent par le traité de Sèvres en 1920, alors que Français et Britanniques se partagent les autres territoires ottomans. Mais 3 ans plus tard, ce rêve s'effondre. Mustafa Kemal, le dirigeant nationaliste turc, impose aux Alliés un nouveau traité qui nie les droits kurdes. Les Britanniques font de même en Irak, où l'on vient de trouver du pétrole en abondance. Une république kurde survivra quelques années en Azerbaïdjan, une autre autour du célèbre mont Ararat, une dernière république kurde à peine 1 an en Iran. Alors que Erdogan veuille éradiquer cette menace kurde proche de chez lui, y compris chez lui, parce que tout de même, numériquement, ils sont assez importants en Turquie. Surtout qu'ils ont Il fait y a eu allégeance. des attentats kurdes en Turquie. On peut le comprendre. Il défend son intérêt régional, national. Surtout qu'ils ont fait allégeance, un groupuscule kurde a fait allégeance à Israël. Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, tout dernièrement, c'est bien de le rappeler, Diane, tout dernièrement, j'ai vu que immédiatement après la décision de la Turquie d'essayer de liquider cette poche kurde à la frontière turco-syrienne, Israël s'est proposé pour aider les Kurdes. Donc, oui. Ouais, c'est une Qui se situation ressemble, complexe, s'assemble, ouais, selon ouais. la bonne vieille formule. La récente admonestation de Vladimir Poutine envers Israël concernant ses raids contre les bases syriennes et iraniennes en Syrie ne vient-elle pas conforter votre vision le concernant et contredisant ainsi Pierre Hillard et consorts qui taxent Poutine d'être un agent mondialiste ? Mais écoutez, pour me répéter, je dirais que ce qui me surprend dans ces milieux, c'est qu'ils sont attachés à une image de Poutine, ancien agent du KGB, d'une part. Ils partent du principe qu'il ment, sans preuve. Or, moi, quand je juge une situation ou d'une personne, d'un individu, je regarde quels sont les résultats de son action. Quels sont les résultats de l'action de Vladimir Poutine. Sur le plan intérieur, il faut tout de même rappeler qu'il a mis au pas ses oligarques juifs. Alors certains disent « Ah oui, mais il s'appuie sur les juifs en Russie. » Il s'appuie sur certains juifs en Russie. Et encore, parce que les Loubavitch, qui à une certaine époque encore l'ont soutenu, je sais que comment il s'appelle, le grand rabbin C'est pas des Keller, Loubavitch, comme il s'appelle déjà, peu importe, C'était pas à Keller. partir du moment où Poutine a fourni à la Syrie les missiles S-300, ce grand rabbin de Russie, Loubavitch, a insulté Poutine. Donc là, c'est toujours la même chose. Tant que les Juifs pensaient pouvoir faire ce qu'ils voudraient en faisant soi-disant ami avec Poutine, Poutine qui essaye de ne pas se mettre tout le monde juif à dos en même temps,
il va par petites touches. C'est comme ça que progressivement, et puis il faut tout de même pas oublier tout de même que ce sont les Israéliens qui, par une manœuvre particulièrement tordue, ont fait abattre par des avions syriens un avion russe. Or, Poutine sait très bien qui était derrière. Donc, c'est un petit jeu subtil, jeu au plus malin, les Israéliens essayant de faire ce qu'ils veulent faire, et Poutine progressivement en leur disant « vous arrêtez, sinon ça va vous dégringoler sur la figure ». C'est ce qui s'est passé tout dernièrement. Et que je sache, jusqu'à présent, il n'y a plus de nouveaux raids israéliens sur la Syrie. Donc, Poutine, il faut, si on veut être honnête en ce qui concerne Poutine, il faut faire abstraction de son passé. Et ne voir quelle a été sa démarche. En plus de ça, il faut tout de même rappeler qu'il a mis à la porte les Rothschild. Que la dette russe est supprimée. Il a empêché la destruction de la Syrie. Et il a empêché la destruction de la Syrie, qui aurait été le point de départ pour détruire l'Iran, etc. Donc le Moyen-Orient devenait le Grand Israël. Tout simplement, c'est ça qu'il y a derrière. Alors que des Hillard et autres accompagnateurs de Hillard ne veulent pas voir ce problème-là, l'affaire sous cet angle-là, je me dis, sont-ils aveugles à ce point-là, ou bien sont-ils atlantistes ? Non, mais pour eux, cette action de Poutine n'enlève à rien sa visée mondialiste, dans le sens où... Mais il le dit, j'ai encore rappelé dernièrement, notamment dans un des derniers éditoriaux de la politique, j'ai rappelé, c'était dans son discours de Valdai, à Sochi, ça date de 2013, il rappelait qu'il était pour une société multicentrique. C'est-à-dire chaque pays, dans son orbite, joue son jeu national. Point. Et il s'opposait justement à la vision unipolaire voulue par les Américains sous leur contrôle. C'est tout de même clair et net, non ? Oui, mais ça n'enlève rien à la thèse d'Hillard, qui est de dire que ça va déjà être des pôles, des blocs, en gros, avant d'être... Mais il y a toujours des blocs, c'est évident. Oui, mais... En fait, il y a un bloc entre la Syrie et les Chinois, pour la même raison, c'est face au danger américano-sioniste, à l'Empire américain. Et toute l'histoire de l'humanité, c'est ça. On s'allie périodiquement à l'un contre un autre, parce que l'urgence de la situation le demande. Ça ne veut pas dire qu'on crée un monopole. C'est invraisemblable, je comprends pas. Non, c'est-à-dire le monopole, ce sera l'étape d'après. Déjà, on crée des entités, des gros blocs, des grands ensembles. Ils élucubrent sur quelque chose qui ne s'est pas produit. Moi, je réagis sur le temps présent en fonction de l'expérience du passé. C'est tout. Je comprends pas. Et en tout cas, à qui profite cette thèse ? Elle profite aux Américains. Elle profite au mondialisme. Le grand rabbin, est-ce que c'était pas Berel Lazar ? Berel Lazar, bravo. Ensuite, Vladimir Poutine a annoncé dernièrement que la Russie avait remboursé toutes ses dettes. Comment a-t-il fait alors que nous nous enfonçons de plus en plus dans une dette astronomique qui ne pourra jamais être payée ? On revient sur ce qu'on avait déjà dit finalement au dernier entretien. On avait déjà parlé de cette question. Oui, on en avait déjà parlé, c'est évident, je crois que c'est toujours bon de le rappeler. Peut-être parce qu'on sait depuis peu, je sais pas... La dette, c'est 2000... Quand est-ce qu'on a cité, justement, c'était dans le dernier entretien. Oui, c'est pour ça. Oui, c'est une redite, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, mais justement, pourquoi lui peut-il arriver à le faire, alors que la Russie était terriblement endettée du fait de l'action de Elstine, qui était simplement un homme des Américains et de la finance judéo-américaine. Pourquoi est-ce que Poutine peut réagir et réussir à cela, et pas la France, avec ses différents présidents ? Ou alors c'est que justement l'action de ces différents présidents vise à une seule chose, enfoncer la France, vendre la France. Ce qui n'est pas le cas de Poutine. Ce qui n'est évidemment pas le cas de Poutine, soi-disant mondialiste. Là encore, ça revient, voilà ma démonstration encore.
il faut en avoir franchement une dose ou alors être complice. Je regrette beaucoup. Il y a un problème. Oui, est-ce que ce n'est pas chacun son tour d'être un pays riche et fort pour s'imposer comme... En fait, Poutine, c'est un impérialiste russe. Point. L'empire tsariste a été impérialiste. Ils avaient leur sphère d'influence et ils cherchaient, comme toute nation qui devient puissante, à élargir de plus en plus son empire. Oui, puis de toute façon, écoutez, il faut se rappeler... prenez Charlemagne, prenez au fur et à mesure des époques, prenez Charles Quint, etc., prenez Napoléon, prenez Hitler, prenez maintenant Poutine. Ce sont des pays dont les pays ont été faibles à un moment donné, qui ont repris de la vigueur, et reprenant de la vigueur, ils cherchent à s'affirmer face aux dangers extérieurs. Donc ils annexent, ils prennent, etc. Mais la grande astuce, le grand mérite que je reconnais à Poutine, c'est que contrairement à Bonaparte et Hitler, il y va par petites touches pour ne pas provoquer d'explosion et une nouvelle guerre mondiale. Oui, et c'est pas parce qu'on annexe ou qu'on s'agrandit ou qu'on se fortifie qu'on est forcément mondialiste. Oui, mais ce sont des sphères d'influence, ce sont des... Pourquoi est-ce que le mondialisme sioniste international a voulu faire tomber l'Ukraine? C'est que ça affaiblissait la sphère d'influence russe. Et pourtant, c'est une des premières provinces russes, historiquement. Donc, à la fois, celui qui gouverne un pays cherche à agrandir son espace vital, et à la fois ceux qui cherchent à l'empêcher cherchent à amoindrir son espace vital. Donc, c'est ça le jeu de l'histoire. Bon, bah écoutez, nous avons fini sur les questions à l'international. Nous allons passer maintenant à nos milieux. Avec l'affaire Rissen et les attaques ignobles et menaces de mort dont vous avez reçues, qui se retournent visiblement un petit peu contre lui parce que sur les réseaux sociaux, Hervé Rissen a agi comme un petit indique de bas étage en divulguant nos noms, celui de Paul Dumora, qui est Pierre-Henri Colbach, et ainsi que le mien. Votre calme et la logique de vos démonstrations ont réussi à convaincre ceux qui d'ailleurs n'avaient pas forcément suivi toute l'histoire. Non, mais c'est ça. Donc souhaitez-vous revenir sur... C'est ça qui est intéressant, par tous les messages que j'ai pu recevoir, soit sur mes mails, soit par les réseaux sociaux, notamment Facebook, c'est qu'au départ, il y a eu des gens qui ont réagi favorablement à Rissen, sans connaître les insultes, les menaces de mort, etc., etc., etc. Et sans comprendre quel était le fondement de mes mises en garde envers Rissen, parce qu'il appuyait la stratégie du juif Zemmour. Alors, je crois qu'il faudrait peut-être rappeler un petit peu quelle est la stratégie de Zemmour. Oui, mais alors avant tout ça, parce que donc certes vous avez une large partie d'auditeurs qui vous ont soutenu, mais comment déjà expliquez-vous et interprétez-vous l'appui que certains ont apporté à Rissen, en dépit de ces attaques ordurières? Alors, si j'ai bien compté, il y en a eu 6. Oui, 6 personnalités connues, mais après il y a tout un ramassis de Ben oui, parce qu'ils ont suivi, suivi. Ça correspond à ce que je disais à l'instant, c'est parce qu'ils ont suivi sans connaître les pièces du dossier, tout simplement. Donc ils ont suivi en croyant ce que les autres avaient dit précédemment. Alors parmi ces 6 individus qui ont trouvé normal les appels à la mort, qui ont trouvé normal que Rissen évoque que certains puissent venir déféquer sur ma future tombe annoncée, etc., etc., etc. Alors ça donne, et rappelez-vous, je crois que c'est lors du dernier entretien, j'ai remercié vivement Rissen et ces personnes qui l'ont soutenu, parce que ça les a démasqués pour ce qu'ils sont. Alors je ne vais pas rentrer dans des mots insultants, c'est pas mon genre. Je les dénonce par leur propre action, leur propre façon de réagir. Bon. Alors, quels étaient ces individus? Bon, il y a eu d'abord Henri de Lesquen, ce qui n'a rien d'étonnant. J'ai rappelé qui était Henri de Lesquen dans le dernier entretien, je ne vais pas y revenir. Il y a eu
de façon tout de même un peu curieuse et scandaleuse, l'appui apporté par Marion Sigaud, Oui, j'ai son texte. malgré les insultes, menaces de mort de Rissen. Elle a dit, très exactement... Bravo Hervé, je me suis permis un jour très respectueusement de faire savoir à ce monsieur qui parlait de la loi Le Chapelier, suivi du décret Allard, que c'était l'inverse et que la loi Le Chapelier avait suivi le décret d'Allard. Je vais suivre ce très respectueux rectificatif d'un errare humanum est, destiné à lui faire comprendre qu'il n'y avait que ceux qui ne font rien qui ne se trompent jamais. Bref, que son erreur était humaine. Ça a déclenché ses foudres, il s'est déchaîné contre moi pendant plusieurs vidéos sans jamais reconnaître que c'est moi qui avais raison et qu'il s'était trompé. Ce monsieur ne se trompe jamais. J'ai évidemment refusé de polémiquer avec lui, on ne discute pas avec les gens de mauvaise foi. Porte-toi bien. Bon, alors évidemment, c'était un appui à Rissen, et puis elle modifie un petit peu la perspective sur l'histoire de la loi d'Isaac Le Chapelier. Je remarquerai au passage qu'elle se garde bien de donner le nom de Isaac Le Chapelier. Alors, le fond du problème, c'est qu'elle a attribué à Allard ce que Le Chapelier avait fait, qui était l'interdiction des corporations et l'interdiction de reconstitution de sociétés de défense du monde ouvrier. Moi, en fait, décret Allard, c'était une jurisprudence et ça a été, voilà, ça a été et l'autre est passé dans la loi. Donc c'est vraiment une discussion de queue de cerise qu'elle a voulu monter en épingle, probablement pour se faire bien voir d'égalité et réconciliation, parce que vraiment c'est venu comme les cheveux sur la soupe. Oui, mais elle dans sa première remarque, son message n'était pas une attaque contre vous, c'était une remarque comme ça, somme toute. Certes, elle aurait pu le faire de manière privée, mais on n'a pas bien compris pourquoi elle est venue chipoter là-dessus. Publiquement, c'est pour ça que je dis qu'elle a voulu le faire de façon privée, de façon à se faire bien voir de certains. De façon publique pour se faire bien voir. Bon. C'est tout, et puis que je regrette beaucoup pour elle, mais elle s'est trompée justement sur la responsabilité précise de la loi d'Isaac Le Chapelier dans l'histoire. Or, remarquons, ça aussi c'est ce qui l'a fait fumer, c'est que j'ai remarqué qu'elle se gardait bien de parler de l'influence des Juifs et des francs-maçons dans la Révolution dite française. Oui, mais peut-être parce que c'est difficile à notre époque de parler de ça publiquement. Et pourquoi j'en parle moi ? Mais écoutez, parce que... Pourquoi est-ce que moi j'ose en parler ? Il faut savoir. Ou alors qu'il cesse de jouer à la prof d'histoire. À l'historienne révisionniste, oui, parce que... Et puis surtout quand on connaît un petit peu son passé pro-israélien dans les kibboutz, etc., même si elle s'en est expliquée par la suite, on se demande s'il n'en est pas resté quelques traces. Oui, mais alors vous dites que pour Poutine, il faut oublier son passé, mais bien sûr, mais Poutine... Non, mais je comprends parfaitement la remarque, et vous avez raison. Le problème, c'est que Poutine a évolué et donne justement des raisons à l'appui qu'on lui apporte aujourd'hui. Alors que, inversement, pourquoi est-ce que cette dame, Marion Sigaud, nie, elle n'est pas la seule d'ailleurs, dans nos milieux, a nié l'influence des Juifs et de la maçonnerie dans la Révolution dite française, tout de même invraisemblable. Elle prend surtout le côté janséniste y compris l'influence de l'Angleterre. Oui. Ça, il faut le faire quand même. Alors, les jansénistes, oui, d'accord, mais ça a été une petite étape. Les Lumières, elle s'attaque quand même aux Lumières et au jansénisme. Voilà. C'est surtout son... Oui, mais les Lumières, ce n'est pas le fond du problème. Lumière, ça a été encore une fois une étape. Qui était derrière les Lumières ? Oui. Le moteur a été judéo-maçonnique. Et j'en apporte toutes les preuves, vous le savez, j'en apporte toutes les preuves dans mon livre sur la maçonnerie, sur base de leurs propres textes. J'ai pas inventé les textes de Weishaupt, j'ai pas inventé les textes d'un tel et un tel qui soient juifs ou francs-maçons. Ils le revendiquent eux-mêmes. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Et voilà, quand je vois ce genre d'attitude de Marion Sigaud, et elle n'est pas la seule, et Abozid et compagnie, et Lesquin et compagnie, etc., on les retrouve ensemble en petit club contre moi. Ah, c'est curieux. Est-ce que c'était une raison pour subodorer ou supputer qu'elle était lesbienne ? C'est pas moi qui l'ai...
C'est une réflexion de Jérôme Bourbon. Oui, vous avez le dire publiquement, parce que c'était pas Je manque de charité. lançais ça comme je lance souvent un truc pour voir quelle est la réaction et obtenir un démenti. Je n'ai pas vu venir de démenti. Non, mais je suis un petit peu provocateur, Oui, je sais, je revendique. Mais Souvent, quand je dis une chose, d'abord, je ne l'affirme pas nécessairement. Je dis, voilà, on dit que. Bon, à la personne qui est visée dans l'affaire, de dire je regrette beaucoup, je suis calomnié, c'est pas vrai. Oui, mais est-ce que diffuser des calomnies, c'est pas quand même un manque de... Mais c'est pas très catholique, quoi. Est-ce une calomnie? Non, mais vous laissez subodorer. Mais non, je dis, on m'a dit que, et je disais qui m'avait dit que, etc. Il était normal. Écoutez, Diane, quelqu'un dirait Ploncavassac, c'est un homo, je vous garantis que dans la seconde qui suivait, partait le démenti. Oui, bah voilà. Alors, par exemple, vous voyez, là, elle n'a pas fait de démenti, comme elle dit, je ne discute pas avec les gens de mauvaise foi. Elle a refusé de polémiquer avec vous. Mais quand quelqu'un comme Rissen, lui, par exemple, a voulu polémiquer avec vous en répondant à vos attaques, là, oui, mais comment l'a-t-il fait? Oui, de manière assez abjecte, mais... Donc, non, ce que je veux dire, c'est quand on dit rien, ça ne va pas, et quand on répond, ça ne va pas. Il ne m'a pas répondu à mes mises en garde. Il m'a insulté et menacé. C'est pas une réponse, ça. Il n'a pas répondu sur le front, pas plus qu'il ne l'a fait vis-à-vis de la mise en garde que Bourbon lui avait faite. Rissen, dans ses vidéos, a quand même dit oui, regardez, j'ai quand même critiqué Zemmour, je ne l'encense pas sur tous les points. Oui, mais ça, ce sont des précautions oratoires. Je regrette beaucoup, on en a déjà parlé, je crois. Oui, non, mais je vous relance. Je fais observer que la stratégie de Zemmour, c'était un bloc. Alors, on comprend que c'est un bloc et que cette stratégie vise à rallier les Français catholiques, etc., à la thèse israélienne. Alors, on accepte ou on n'accepte pas. Nous, en tant que nationalistes, on n'accepte pas. Et c'est ça, c'était le but de ma mise en garde. Et je ne l'ai jamais insulté. Ma mise en garde à Rissen, attention, votre appui à Zemmour va faire de nous des appuis d'Israël. Alors il faut savoir de quoi. Alors que vous avez tartiné contre les Juifs avec différents livres, il faudrait tout de même être un petit peu cohérent. C'est ça que ça voulait dire. Et je ne l'ai jamais insulté, contrairement à lui. Mais de toute façon, Rissen, on voit bien son glissement sémantique. Au départ, il se disait nationaliste, et petit à petit, maintenant, il se dit patriote. Mais il n'a rien de nationaliste dans ses réactions. Mais il est passé de « je suis nationaliste » il y a encore 2 ans. Il dit qu'il est nationaliste, mais je regrette beaucoup, il n'est pas nationaliste, il le prouve justement par son attitude. Il y a 2 ans. On ne peut pas être pro-sioniste à travers son appui à Zemmour et se dire nationaliste. C'est bien ce que je dis, il a glissé sémantiquement, et lui qui se disait nationaliste, parce qu'effectivement il le rappelait à Boris Lelay, non, il faut pas que tu agisses comme ça, moi je suis nationaliste, je ne suis pas seulement patriote. Bon, maintenant ce qu'il dit, depuis quelques mois, il se dit seulement patriote. Il se dit voilà, plus, exactement. Voilà, il y a un glissement là. Oui, glissement sémantique. Oui, ça d'accord. Tout à fait. Ou alors il est nationaliste israélien. Donc sioniste. Donc sioniste. Dialectique. Oui, certes, mais est-ce sioniste, comment on peut dire que c'est sioniste d'approuver quelqu'un comme Zemmour qui critique le sionisme? Parce que Zemmour, dans certains propos, il se différencie des Golnadel et compagnie, non? Alors, on peut éventuellement évoquer un jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on dit, je ne suis pas avec lui, etc. Mais c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus dangereux. Zemmour est beaucoup plus dangereux que les Golnadel et compagnie. Pourquoi est-ce que l'on sait quand même que Zemmour est très copain avec Bernard-Henri Lévy? Oui. C'est comme toute la campagne de presse qu'il y a eu après son discours à la convention de Marion Maréchal-Hauck. Toute cette campagne de presse pour contre Zemmour. Mais c'est pour rassurer les bien-pensants qui se sont dit, oh là là, la presse est contre lui, non mais c'est bien, cet homme est génial. Mais c'est un jeu de rôle, ça. Alors le problème, c'est que loin de comprendre les mises en garde que tout de même, et Bourbon et moi, et on n'est pas les seuls quand même,
puisque par les réactions positives que l'on a eues, il y en a beaucoup qui Oui, comprennent. justement, j'allais en lire un. Mais là, je vous lis justement le soutien de Zemmour suite à la convention. Sur Twitter, Hervé Ryssen dit « Excellent discours d'Éric Zemmour à la convention de la droite. Je le soutiendrai dès qu'il s'affichera publiquement avec des personnalités judéo-sceptiques. » Donc il suffit de s'afficher avec des antisémites pour être soutenu par Ryssen. Il se moque du monde. Il se moque du monde. Je vous dis, c'est encore un jeu de rôle. Alors du coup, on a un courrier d'un internaute qui vous écrit « La confusion qui règne chez Ryssen à propos de Zemmour m'interpelle autant que la naïveté des Français qui plébiscitent Zemmour en ayant oublié Jean-Marie Le Pen qui disait la même chose il y a 40 ans. Les Français actuels n'ont pas de mémoire. » Un peu plus loin, il dit « Pour moi, Zemmour est beaucoup plus dangereux que BHL. Il fait l'éloge de la France pour mieux l'assassiner dans le dos. C'est plus pervers. » Voilà. Entièrement d'accord. Très, très, très bien vu. Et surtout, vous l'avez rappelé, je crois, on l'a rappelé à le dernier entretien, Bourbon le rappelle également dans son entretien, Zemmour, il n'a pas cessé d'être juif, il est toujours juif en étant... Mais... Il a deux vaisselles, Tout à fait, il a deux vaisselles, exactement, mais il faut bien insister là-dessus. Il va à la synagogue tous les... Tout à fait, alors il se dit Zemmour officiellement, oui. Mais son véritable... intrinsèquement, c'est Moïse. Alors il faut choisir quand même. Ou alors mon petit vieux, il est copain comme cochon avec BHL, c'est ce que rappelait Bourbon dans son entretien. Oui. Donc comme vous disiez, un jeu de rôle. Et donc, un homme à double visage, alors soit on perçoit la manœuvre, soit on ne perçoit pas la manœuvre, et je ne comprends pas si Ryssen était réellement de bonne foi qu'il ne veuille pas voir quel est le but de la manœuvre de Zemmour. Cela veut dire qu'il l'appuie. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas, je répète encore une fois, cette démarche de Zemmour vise à ramener les Français, les catholiques, les gens de ce qu'on appelle la droite nationale dans les bras d'Israël. Parce que s'il était de bonne foi, admettons qu'il soit de bonne foi, et rappelez-vous que j'avais dit que le début de sa conférence était remarquable comme analyse de la situation d'aujourd'hui, qu'on n'avait rien à rajouter, rien à retrancher. Mais, si nous avait dit tout ça c'est le fruit de l'action de certains de nos frères, l'intelligentsia juive, qui ont amené à cette situation, dont l'immigration, dont ils sont coupables, responsables, alors on pourrait dire oui, bravo. Mais non. Il veut simplement qu'on rallie les intérêts d'Israël, point. Et là, on n'est pas d'accord. D'ailleurs, on peut dire que c'était pas une convention de la droite, mais c'était une convention de juifs sionistes. National-sionisme. Exactement. Et alors, par rapport au monde juif, il faut voir aussi, il y a une dualité. Il y a d'une part ce qu'on peut appeler les patriotes, je dirais pas nationalistes, les patriotes israéliens, qui veulent revenir à leur soi-disant terre promise, etc. Et de l'autre côté, vous avez le juif internationaliste. Bon, alors, ils se bagarrent apparemment entre eux, mais résultat des courses, ils sont alliés contre nous. Alors, quelle est la différence ? Tout récemment, Jérôme Bourbon a annoncé dans Rivarol votre conférence à Aix-les-Bains et souhaite faire un entretien avec vous pour faire une recension de votre dernier livre, Charles de Gaulle, de la légende à la réalité. Comment interprétez-vous ce revirement de la part de Jérôme Bourbon, avec lequel vous aviez quelques différends? Alors, c'est un revirement oui et non, puisque tout de même le revirement est déjà quelque peu ancien, ça remonte au printemps dernier. Quand Bourbon a pris contact avec moi en disant il faut qu'on se rencontre, je vous invite à déjeuner, etc. On a déjeuné et je lui ai dit écoutez, si je vous ai critiqué à une certaine époque, c'est à cause des gens qui collaboraient avec vous, que vous invitiez, et vous savez très bien pourquoi j'étais hostile à ces gens-là. Alors si vous continuez à les inviter, etc., ben, je continuerai à dire ce que j'ai à dire sur votre ligne politique. Et en partant, je lui dis, en lui mettant amicalement la main sur l'épaule, on s'est bien compris. Et il m'a dit oui. Bon, donc apparemment,
j'accepte parfaitement la main qu'il m'a tendue, je le remercie. Mais, alors, il a fait un geste incontestable avant-hier en m'envoyant un message très amical. J'ai appris en août qu'il avait annoncé ma conférence à Aix-les-Bains. Il me demandait de faire un entretien avec moi pour Rivarol et de faire une recension de mon dernier livre, donc sur De Gaulle. Donc, je l'en remercie. Mais, dans le même temps, alors que je lui demandais de mettre à l'écart Florian Rouenet suite à toutes les attaques venimeuses, se servant de mes propres textes pour exister, sans me citer, etc., laissant entendre que j'étais un affreux complotiste, alors que tout ce que je peux dire et écrire est référencé, c'est vraiment des attaques venimeuses de la part de quelqu'un qui n'existe que par les propres textes, mes propres textes qu'il utilise sans me citer. Donc, Bourbon me disait que Florian Rouenet était prêt à discuter avec moi pour mettre les choses à plat. Ça ne m'intéresse pas. La seule chose que je demande, Rouenet, ce que j'exige, c'est qu'il fasse amende honorable publiquement de toutes ces attaques feutrées. Je vais en citer quelques-unes. Donc, si vous voulez citer certains passages, c'est absolument inadmissible. En plus de ça, il ment quand il dit que je ne l'ai pas mis à la porte. Oui, alors attendez, justement, je cite quelques passages, vous réagirez suite à ça. Suite à la vidéo dégueulasse qu'a fait Hervé Ryssen à votre rencontre, Florian Rouenet écrit « Il fallait que quelqu'un le fasse, cela tardait depuis trop longtemps déjà, et c'est heureux que ce soit l'ami Hervé qui nous le régale. Pour info, c'est moi qui ai rompu avec lui et non l'inverse. J'avais choisi de rester à l'œuvre française qu'il critiquait à l'époque, je le rappelle, sur mon blog France Nationaliste. » Un peu plus loin ou ailleurs, où il met l'ami Hervé Ryssen est un Édouard Drummond du XXIe siècle, c'est dingue de l'accuser d'être un sioniste, il faut vraiment être dérangé. Chose hilarante si l'on veut, une connaissance est un complotiste ploncardien sur un mien, et celui-ci est sous traitement médical pour paranoïa, ce qui est révélateur. Ploncard m'a été utile quand j'étais un jeune con de 20 ans, mais il est dépassé et facilement dépassable. Désormais, je me désolidarise complètement de cet inculte invétéré et colporteur de ragots. Bon, ça c'est une petite... un petit extrait, une petite amabilité. Plus loin et ailleurs, je crois que sur un autre site, il parle... Sous un autre pseudo d'ailleurs, il parle de votre mère comme étant une grosse Fatma. Que j'ai apprécié. Bon, je vais pas réagir violemment avec des insultes, etc. Je trouve que c'est particulièrement perfide de sa part, venimeux. Et alors, pour revenir à la raison pour laquelle je l'ai mis à la porte, je confirme, c'est que quand j'ai commencé à percevoir qu'il utilisait mes textes sans me citer lors de conférences qu'il faisait à l'œuvre française, et je lui avais fait observer que ce n'était pas correct. Et il m'avait répondu textuellement « Ah, mais vous comprenez, si je vous cite dans mes conférences à l'œuvre française, je vais avoir Benedetti sur le dos. » Ah ben, je regrette beaucoup. Ou tu es honnête et tu cites tes sources, ou bien tu fais tes conférences ailleurs. Donc voilà la raison pourquoi, et ce n'est pas faute de l'avoir prévenu précédemment. Je ne réagis jamais sur un coup de tête. Je réagis après avoir donné plusieurs avertissements. Il n'en a pas tenu compte, je l'ai bien à la porte. Alors, me traiter de pauvre petit complotiste ou un truc dans ce goût-là, là encore, c'est une perfidie, parce qu'il sait mieux que quiconque, puisqu'il me suit à travers mes textes en les utilisant, que tout ce que je dis est
référençable. Référencé, référençable. Donc, il est exclu que j'accepte un quelconque contact avec lui. Je ne veux plus le voir ni l'entendre, mais j'exige des excuses publiques de sa part, et sur son site, et sous ses différents pseudos. Et je souhaite que Jérôme Bourbon cesse de l'utiliser, parce qu'en fait, C'est Rouennais. c'est Florian Rouennais qui utilise Jérôme Bourbon pour essayer de construire sa petite stature. Donc ça, c'est aussi un message, un avertissement à Jérôme Bourbon. Je ne veux plus voir le Florian Rouennais dans les parages de Jérôme Bourbon. Sinon, je regrette beaucoup. La bonne entente qui se dessine entre nous, qui se dessinait avec nous, s'arrêtera. Ça, je ne plaisante pas là-dessus. D'ailleurs, il utilise beaucoup de pseudos, Florian Rouennais, mais il trouve ça normal que Rissen ait publié nos vrais noms. Il s'en est même félicité et il a dit oui, c'est bien. D'ailleurs, on n'est plus à l'époque de se cacher derrière des pseudos. Oui. Alors que lui-même utilise de multiples pseudos pour insulter les uns les autres, et dans moi en particulier. Et vous par la même occasion. Je crois qu'il vous a même traité de femelle à un moment donné. Oui, c'était pas dans une vraiment publiquement. Mais il y a un aspect venimeux chez lui, de basse vengeance, il y a quelque chose qui est malsain chez lui. En plus de ça, aux dernières nouvelles, au point de vue professionnel, mais qu'est-ce qu'il a? Quelle surface a-t-il? Il a rien. Cet homme n'existe, je dois dire, il n'existe que par moi, tous les emprunts qu'il fait à mes textes. Et soit sur mes conférences, soit d'après mes bouquins, ou la politique, etc. Oui, il n'existe qu'à travers moi. Je meurs, je cesse d'écrire pour une raison ou pour une autre, il n'y aura plus de Florian Rouennais. Non, peut-être là vous allez un peu loin quand même, un peu trop d'orgueil. Non mais je pousse, et c'est évident que je pousse la caricature. La caricature, c'est évident. Vous me connaissez un petit peu quand même. Bien sûr. Non mais il emprunte à d'autres, et par exemple, comme vous dites, il utilise Bourbon pour se faire... Mais bien entendu. En tout cas, certains ne sont pas dupes et... Alors là, il est évident que j'en dirais pas autant que Jean Lamour. Jean Lamour, je crois que je le connais bien, c'est un brave homme. Qui a des sautes d'humeur un petit peu comme ça, mais n'a jamais, à ma connaissance, eu des attitudes aussi hostiles, aussi venimeuses, aussi haineuses que de la part de Florian Rouennais. Comment expliquez-vous Je trouve ça absolument inadmissible, et toute personne désormais qui travaillera avec Rouennais, pour moi, sera bannie. Comment expliquez-vous que Rouennais ait un tel ressentiment à votre égard ? Parce que j'ai démasqué sa nullité que j'ai foutu à la porte. C'est de l'envie. C'est tout de même incroyable, j'en arrive à trouver que finalement Olivier Net c'est mieux qu'on se portait. Et moins venimeux par rapport à moi que... Rouennais, je le considère comme une vipère. Une vipère réchauffée dans mon sein, selon la vieille expression. C'est un type... non, mais s'il veut continuer ce petit jeu-là, il en aura pour son grade. Mais je pense pas que Jérôme Bourbon prenne bien vos... Je regrette beaucoup, c'est comme ça. Autant j'apprécie justement ses commentaires et les révélations qu'il a faites dans son communiqué, c'est très bien, mais je le mets en garde amicalement devant le fait qu'il se fait utiliser par Rouennais. C'est pas son honneur. Alors il le comprend, il comprend que c'est un avertissement amical, ou bien il préfère continuer à travailler avec lui, et je regrette beaucoup, c'est pas en me proposant des entretiens, etc., qu'on me fera marcher. J'ai pas besoin de ça. Pas besoin de ça, et tout ce petit monde-là, justement, le sait. C'est l'audience croissante que j'ai, parce que mes travaux sont sérieux, sourcés, et c'est ça qui fait qu'on estime, certains estiment qu'il est préférable d'être ami avec moi que d'être dans l'autre camp. Bon, très bien, et monsieur Ploncard, on termine là-dessus ? Nous allons terminer, oui. Termine là-dessus, et franchement, je tiens à redire encore que j'ai de l'estime pour Jérôme Bourbon, parce qu'il a du courage politique, mais je souhaiterais qu'il ne soit pas victime de gens qui se servent de lui.
pas plus que moi je n'ai voulu l'être, puisque j'ai mis successivement à la porte un certain nombre de personnes. Et alors, on peut peut-être revenir sur quand même les propos de Rouanet sur le complot. Vous Ah savez, oui, tout à fait. Il dit que vous allez trop loin dans le complotisme, que vous Ben, voyez... j'ai fait une Oui. petite allusion, mais on peut Oui. revenir là-dessus, Non, mais bien entendu. c'est-à-dire que... Surtout venant de sa part qui fait l'apologie d'Hitler. Alors je voudrais rappeler aussi, il y a peut-être 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, j'avais vu apparaître sur mes écrans, il avait fait un montage de moi présenté en Hitler pour me ridiculiser ou me dénoncer. Donc vraiment, ce Rouanet est un personnage abject. Et je pèse bien mes mots en fonction de l'expérience que j'ai eue de lui et que je continue à avoir de lui. Je veux que Bourbon comprenne qu'il est utilisé par Rouanet et que tant qu'il acceptera d'être utilisé par Rouanet, je regrette beaucoup, on arrêtera là. Il est évident que Rouanet colle à Bourbon parce que sans Bourbon, il n'existe plus, il n'a même plus de surface. Et aussi, ce que vous m'aviez dit hier à propos du fait que Rouanet minimise l'influence judéo-maçonnique finalement. Exactement, c'est ce qui remonte de ce qu'il a dit. Dans sa conférence. Nous étions en voiture hier et vous m'avez fait entendre l'extrait de la conférence que Rouanet a fait sur la maçonnerie, où bien entendu, là encore, il s'est servi de mes textes. Bon. Qui date du 4 octobre. Et à un moment donné, ça date du 7 octobre. 4 octobre. Et alors là, justement, c'est ça qui m'a encore un peu plus ouvert les yeux sur ce personnage, c'est que il me présente comme quelqu'un qui voit du complot partout, la main du mondialisme partout, etc. Mais il joue quoi comme rôle? Et alors, rappelez-vous une réflexion que je vous avais faite sur le cédévacantisme. Justement, sur l'influence que pouvait avoir son appartenance au cédévacantisme dans cette optique qu'il dénonçait par rapport à moi. Pourquoi est-ce que j'ai mis en garde contre le cédévacantisme? C'est parce que, en se retirant de l'Église, ils abandonnent l'Église à ses ennemis. Alors ils disent, c'est nous la véritable Église, c'est nous. Ils restent bien calmement dans leurs petits chaussons bien chauds, sans se battre dans l'Église. Qu'ont fait les modernistes du temps de Pie IX, Pie X et par la suite? Oui, ils ont infiltré de l'intérieur. Ils sont restés dans l'Église. Ils ont fait comme s'ils n'avaient pas compris les mises en garde de Pie IX et de Pie X. De même Pie IX qui a fait l'index et le syllabus. Hein, c'était pas contre n'importe qui d'autre, c'était contre les modernistes. Ils sont restés dans la structure. Pie IX est mort, est venu Pie X qui a continué, puis Pie X est mort, et puis après, on a eu Pie XI qui était calamiteux, puisque les 3 actions principales ont été néfastes pour la société et pour l'Église. L'excommunication de l'Action française, qui était une victoire pour la maçonnerie, l'abandon de Cristeros, qui a été une victoire pour les francs-maçons mexicains, et l'encyclique plus que maladroite de Brennendes Orge, qui reprochait au Troisième Reich son racisme. Même s'il avait raison, ce n'était pas le moment de le dire. Ce qui a fait que ça a donné l'occasion à l'élément athée, ésotérique du Troisième Reich à prendre le pas sur l'influence catholique qu'il y avait. Puisqu'il ne faut tout de même pas oublier qu'il y a eu le concordat entre le Troisième Reich et Rome, signé par qui? Par le nonce de l'époque qui était Monseigneur Pacelli, le futur Pie XII. Donc vous voyez, ce Pie XI a été une calamité et pour la société et pour l'Église. Pie XII est venu après, bon il était, je dirais, moins pur, mais il croyait aux grands accords internationaux, dont nous c'est
ses compliments à la Société des Nations, ancêtre de l'ONU, etc., etc. Puis alors après c'était la débâcle. Jean 23, Paul VI, etc. Et le moins mauvais finalement, ça a été Benoît XVI. Mais il était tellement moins mauvais que les autres qu'on s'est ingénié pour le faire partir. Et on a eu droit à qui? À François. Donc vous voyez comment tout ça, ça s'enchaîne. Oui, mais pour revenir sur les décès des vacantistes, très exactement. Donc les décès des vacantistes, pour justement, si j'ai fait tout ce rappel historique, c'est pour montrer que quand on quitte l'Église, eh bien, on la laisse entre les mains de l'ennemi. Et que si on veut réellement combattre l'ennemi, c'est au sein de l'Église. C'est ce que j'essaye de faire. Je ne suis pas le seul d'ailleurs. Et alors, pourquoi est-ce que j'ai eu cette perception que la façon de réagir de Rouennais pouvait venir de son appartenance au CD-vacantisme? C'est justement parce qu'en fait, par leur action, par ce retrait de l'Église, ils favorisent l'ennemi. Quand Rouennais me reproche de voir du complot partout, alors que ce que je dénonce est toujours référencé, qui sert-il? Il sert l'ennemi. Encore une fois. Oui, mais d'ailleurs, on peut faire un parallèle avec également Abauzit, qui lui aussi est CD-vacantiste, et qui lui aussi minimise l'action de la judéo-maçonnerie. Tout à fait, comme c'est curieux. Et justement, c'est en pensant ce rappel que vous faites très justement à propos d'Abauzit, que je me suis dit, tiens, c'est curieux, mais il y a le point commun de leur appartenance commune au CD-vacantisme. C'est-à-dire que dans le CD-vacantisme, comme ils ont un côté... ils vont poser la base que le diable est partout, notamment au sein de l'Église. Quelque part, on ne peut s'en sortir qu'en étant une petite communauté à part, et puis non, mais ça délaisse le ils oublient tout de même une chose, c'est plus pur que pur. C'est que le Christ a promis que les portes de l'enfer ne prévaudraient pas sur son Église. Alors, ou bien on croit à la promesse du Christ, ou bien si on n'y croit pas en adoptant l'attitude qu'ils adoptent, c'est qu'ils ne croient plus au Christ. C'est un orgueil. Et derrière tout orgueil, il y a Lucifer. Et en quoi le CD-vacantisme se rapproche du protestantisme? Pour la même raison, c'est détruire l'Église. Le but final, c'est la destruction de l'Église, avec à chaque fois les meilleures intentions possibles, et à chaque fois sous-jacent l'orgueil. Et puis ce refus du coup de la papauté. Le refus de la papauté. Ça n'empêche pas de critiquer la papauté. Vous qui lisez la politique, vous savez très bien ce que je dis très régulièrement à propos des différentes déclarations de François, comme on dit, que j'ai pu faire et dire à propos de ses prédécesseurs. On peut rester à l'intérieur de l'Église et dire au pape, je regrette beaucoup, ce que vous dites là, ce n'est pas la vérité. Vous n'êtes pas dans la ligne de l'Église, du dogme de l'Église. Vous dites cela, mais hors cathédrale, vous n'avez aucun droit à affirmer cela, et on a nulle obligation de croire ce que vous dites. Point. Le combat doit être au sein de l'Église. Et je ne sais pas jusqu'où ça ira, jusqu'où on le laissera aller, mais je dois signaler avec plaisir que les déclarations de Monseigneur Aupetit m'ont agréablement surpris, notamment à l'occasion de la discussion sur la PMA et notamment à l'occasion de l'incendie de Notre-Dame. Je ne sais pas comment ça va se terminer pour lui, mais d'ici à ce que le pouvoir politique essaye de le faire glisser, ça ne m'étonnerait pas. On verra. Très bien, merci Monsieur Ploncard. On arrête ? On arrête.